Bonjour à tous les esprits curieux et bienvenue à ce nouveau voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans une aventure vers le passé pour comprendre le moment exact où l'humanité a appris à lire le langage de l'univers. Nous parlerons d'un homme qui a osé lever les yeux et qui ne s'est pas contenté de croire ce qu'on lui disait. Avant de commencer notre plongée dans l'histoire, je tiens à faire une petite précision. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous verrez à l'écran. Pensez-y comme à une toile numérique, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale ou historique exacte, mais plutôt un accompagnement visuel pour que vous puissiez laisser libre cours à votre imagination avec moi pendant que nous explorons ces concepts complexes. J'espère de tout cœur que vous apprécierez cette fusion entre une narration historique rigoureuse et une technologie visuelle moderne. Notre protagoniste est Galilée. Mais pour comprendre sa révolution, nous devons d'abord comprendre la prison intellectuelle dont il nous a libérés. Pendant près de 2000 ans, le monde occidental a été dominé par la physique et la cosmologie d'Aristote. C'était un système qui semblait avoir tout le bon sens du monde. Aristote nous disait que la Terre était le centre immobile de l'univers. Et réfléchissez-y bien, car cela a une logique apparente. Si vous sautez, vous tombez au même endroit. Si la Terre bougeait, nous sentirions un vent constant. Nos sens nous disent que la Terre est immobile et que c'est le Soleil qui se déplace autour de nous. De plus, l'univers aristotélicien était divisé en deux règnes complètement différents. D'un côté, il y avait le monde sublunaire, qui est notre monde ici-bas, un lieu de changement, de corruption, de naissance et de mort, un lieu où les choses sont composées de 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Au-dessus de la Lune se trouvait le monde supralunaire. Selon les anciens, c'était un royaume de perfection divine, inaltérable et éternel. Là, les corps célestes n'étaient pas faits de terre, mais d'une 5e essence ou éther. C'étaient des sphères parfaites qui se déplaçaient en cercle parfait pour l'éternité. Cette vision n'était pas seulement physique, elle était aussi théologique et philosophique. Tout avait une place naturelle. Les pierres tombaient parce qu'elles voulaient retourner à leur lieu naturel, qui était le centre de la Terre. Le feu montait parce que sa place était dans les hauteurs. Il n'y avait pas de mathématiques ici, seulement des qualités et des objectifs. Galilée est né à Pise en l'an 1564. Il est venu au monde à un moment où cette structure inébranlable commençait à montrer des fissures. Mais Galilée n'était pas un philosophe de salon. Il apportait quelque chose de nouveau sur la table. Une curiosité pratique et une obsession pour la mesure des choses. Fils d'un musicien et théoricien musical, Galilée apprit dès son enfance qu'il existe une relation entre les nombres et le monde physique. En musique, les proportions mathématiques dictent l'harmonie. Si vous raccourcissez une corde de moitié, la note change d'une octave. Le monde physique répond aux mathématiques. Cette idée fut la graine de sa grande révolution. Galilée commença à penser que peut-être la nature n'était pas régie par des désirs cachés ou des desseins mystiques, mais par des lois mathématiques précises que nous pouvions découvrir si nous observions avec suffisamment d'attention et de rigueur. La légende raconte qu'en observant une lampe osciller dans la cathédrale de Pise, il découvrit l'isochronisme du pendule. Il remarqua que, peu importe que l'oscillation soit ample ou courte, le temps qu'il fallait pour aller et venir était le même. Ce n'était pas de l'intuition, c'était une mesure précise. Galilée utilisa son propre pouls pour mesurer le temps de cette lampe. Ici, nous voyons la naissance de sa méthode. Il ne se demanda pas pourquoi la lampe bougeait, il se demanda comment elle bougeait. Il changea la question du pourquoi métaphysique au comment mathématique et descriptif. Mais son attaque la plus frontale à la physique ancienne vint avec l'étude du mouvement de chute. Aristote disait que les objets plus lourds tombaient plus vite que les légers. Cela semblait évident. Une pierre tombe plus vite qu'une plume, mais Galilée soupçonnait que l'air jouait un rôle trouble. Il raisonna que si nous pouvions éliminer la résistance de l'air, tous les objets tomberaient avec la même accélération. Il fit de brillantes expériences de pensée. Si vous attachez une petite pierre à une grande, la petite devrait freiner la grande selon Aristote, mais l'ensemble est plus lourd, donc il devrait tomber plus vite. C'était une contradiction logique. Pour prouver ses théories dans le monde réel, il avait un problème. La chute libre est très rapide. Il n'avait ni chronomètre numérique, ni caméra à grande vitesse. Il dut donc inventer un moyen de diluer la gravité pour pouvoir la mesurer. Il inventa le plan incliné. En faisant rouler des billets de bronze sur une rampe de bois très polie et peu inclinée, il parvenait à rendre le mouvement suffisamment lent pour le mesurer avec des horloges à eau. Ce fut un triomphe de la conception expérimentale. Ce qu'il découvrit fut stupéfiant. La distance parcourue était proportionnelle au carré du temps. C'est-à-dire que si vous doublez le temps, la distance est démultipliée par 4. Il avait trouvé une régularité mathématique cachée dans le chaos du mouvement quotidien. Cela confirmait que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Peu importait de quoi la boule était faite, ni sa couleur, ni son odeur.
Les seules choses qui importaient étaient les grandeurs quantifiables. Galilée séparait les qualités secondaires des qualités primaires. Jusqu'ici, Galilée était un physicien brillant, mais son ascension vers la célébrité et le danger réel se produisit en l'an 1609. Des rumeurs parvinrent d'une invention hollandaise, un tube avec des lentilles qui permettait de voir les objets lointains comme s'ils étaient proches. Galilée n'inventa pas le télescope, mais il fit mieux. Il l'améliora significativement et, plus important encore, il fut le premier à le pointer vers le ciel nocturne avec un esprit scientifique. Ce qu'il vit cette nuit-là changea l'histoire de notre espèce pour toujours. Il regarda d'abord la Lune. La théorie aristotélicienne disait que la Lune était une sphère parfaite et lisse, faite d'éther divin. Mais le télescope de Galilée révéla des montagnes, des cratères et des vallées. La Lune était un monde rocheux et géologique imparfait, tout comme la Terre. Cela brisait la barrière entre le monde sublunaire et le supralunaire. Si la Lune avait des montagnes, peut-être la Terre n'était-elle pas la décharge de l'univers, mais un corps céleste parmi d'autres. La perfection des cieux était un mythe. L'univers était matière physique, tout comme ici. Ensuite, il pointa son instrument vers Jupiter. Il vit 3 petites étoiles à côté de la planète. La nuit suivante, elles s'étaient déplacées. Nuit après nuit, il les suivit et se rendit compte que ce n'étaient pas des étoiles. C'étaient des lunes qui orbitaient autour de Jupiter. Cette découverte fut dévastatrice pour le géocentrisme. S'il y avait des lunes en orbite autour de Jupiter, alors tout ne tournait pas autour de la Terre. Il y avait d'autres centres de mouvement dans l'univers. La Terre perdait son exclusivité en tant que centre de toute rotation. Galilée observa également Vénus. Il vit que Vénus avait des phases, comme la Lune. Elle croissait et décroissait. Cela n'était géométriquement possible que si Vénus orbitait autour du Soleil et non de la Terre. Ce fut la preuve observationnelle dont Copernic avait besoin, mais qu'il n'eut jamais. Et comme si cela ne suffisait pas, il observa le Soleil. Il vit des taches sombres à sa surface qui apparaissaient et disparaissaient. Le Soleil, ce symbole de perfection divine et d'immutabilité, avait de l'acné. Il changeait, il tournait sur son axe. Les cieux étaient mutables et dynamiques. Galilée publia ses découvertes dans un petit livre intitulé « Le messager céleste ». Ce fut un succès de librairie instantané et le transforma en une célébrité dans toute l'Europe. Mais cela alerta aussi les gardiens de la tradition et de la foi. L'Église catholique montra d'abord de la curiosité. Les astronomes jésuites confirmèrent ces observations. Mais l'interprétation de ces faits était le problème. Dire que la Terre bougeait contredisait des passages littéraux de la Bible où Josué arrête le soleil. Galilée, fidèle à son style, ne resta pas silencieux. Il argumenta que la Bible nous enseigne comment aller au ciel, pas comment vont les cieux. Il tenta de séparer la théologie de la science naturelle. Mais à l'époque de la Contre-Réforme, l'Église n'était pas d'humeur à plaisanter ni à tolérer les dissidences. En l'an 1616, l'Église plaça l'œuvre de Copernic à l'index des livres interdits et ordonna à Galilée de ne pas défendre l'héliocentrisme comme une vérité physique, mais seulement comme une hypothèse mathématique commode. Galilée obéit pendant des années. Il travailla en silence, perfectionnant ses idées sur le mouvement et la mécanique. Mais lorsqu'un nouveau pape monta sur le trône, un de ses amis du nom d'Urbain VIII, Galilée pensa qu'il avait le feu vert pour parler à nouveau. Il écrivit son chef-d'œuvre, Dialogue sur les 2 grands systèmes du monde. Un livre ingénieux, écrit non pas en latin académique mais en italien pour que tout le monde puisse le lire. C'était une conversation entre 3 personnages qui débattaient pendant 4 jours. Nous avions Salviati, le brillant défenseur de Copernic et alter ego de Galilée. Sagredo, un homme du monde ouvert à la raison, et Simplicio, un défenseur de l'aristotélisme qui utilisait souvent des arguments faibles et se ridiculisait. Le problème fut que Galilée mit les arguments du pape dans la bouche de Simplicio. Cela fut perçu comme une trahison personnelle et une insulte publique. Le livre fut un succès, mais la réaction politique et ecclésiastique fut implacable et rapide. Galilée, déjà âgé et malade, fut convoqué à Rome pour faire face à l'Inquisition en l'an 1633. Il ne fut pas torturé physiquement comme le disent certains mythes, mais il fut soumis à une immense pression psychologique et à des menaces de torture. Le procès se concentra sur sa désobéissance à l'ordre de 1616. Galilée tenta de se défendre en disant que son livre ne défendait pas l'héliocentrisme, mais qu'il le débattait seulement. Mais ses propres écrits le trahissaient. La défense de la Terre mobile était claire. Finalement, pour sauver sa vie et éviter d'être brûlé comme hérétique, Galilée dut abjurer. Il dut s'agenouiller et jurer qu'il détestait et maudissait ses propres découvertes. Il dut dire que la Terre ne bougeait pas. La légende raconte qu'en se levant, il murmura « Epur si move ». Et pourtant, elle tourne. Il ne l'a probablement jamais dit à voix haute à ce moment-là, cela aurait été suicidaire. Mais cette phrase est devenue le slogan de la résistance de la vérité face à l'autorité. Il fut condamné à la prison à perpétuité, qui fut ensuite commuée en assignation à résidence dans sa villa d'Arcetri. Là, aveugle et isolé, il passa ses dernières années. Mais il ne cessa pas de travailler.
En fait, c'est durant cet enfermement qu'il écrivit son œuvre scientifique la plus importante. Dans son livre « Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles », il posa les bases de la résistance des matériaux et de la dynamique. Il systématisa ses études sur la chute des corps et les projectiles. Ce fut le testament final d'un esprit imparable. Galilée mourut en l'an 1642. Curieusement, la même année qu'Isaac Newton naissait en Angleterre. C'est comme si le flambeau du savoir était passé d'une main à l'autre dans une course de relais à travers le temps. Revenons maintenant à l'analyse de sa méthode. Qu'est-ce qui rendait Galilée si différent? Ce fut la combinaison de l'expérience et des mathématiques. Auparavant, on observait et on classait. Galilée intervenait dans la nature. Il créait des conditions artificielles pour isoler des variables. Il comprit que le monde réel est sale et compliqué. Il y a du frottement, il y a la résistance de l'air. Pour trouver la loi pure, il faut idéaliser. Il faut imaginer un monde sans frottement. Cette capacité d'abstraction est la clé de la physique moderne. Les lois de la physique sont idéales. Elles ne décrivent pas exactement ce qui se passe dans la rue, mais ce qui se passerait dans des conditions parfaites. Et à partir de cette perfection mathématique, nous pouvons calculer et prédire le monde réel en y ajoutant les complications après coup. Galilée nous a aussi enseigné la relativité du mouvement. Si vous êtes sur un bateau qui avance en douceur et que vous lancez une pièce, elle tombe à vos pieds. Elle ne reste pas en arrière. Dans un système en mouvement, tout se comporte comme si c'était immobile. Ce principe de relativité expliquait pourquoi nous ne ressentons pas le mouvement de la Terre. Nous bougeons avec elle. L'atmosphère bouge avec elle. Ce fut l'argument définitif pour calmer le bon sens qui criait que la Terre était immobile. L'héritage de Galilée est incalculable. Non seulement il nous a légué des découvertes astronomiques, mais il nous a aussi donné une nouvelle façon de penser. Il nous a appris à nous méfier de l'autorité des livres anciens et à faire confiance à l'autorité de l'expérience et de la raison. Il sépara la science de la philosophie et de la théologie. Il établit que la science s'occupe du comment et de la mesure, tandis que d'autres disciplines peuvent s'occuper du pourquoi et du sens. Ce fut une division douloureuse mais nécessaire pour le progrès. Aujourd'hui, nous vivons dans l'univers que Galilée nous a ouvert. Un univers vaste, régi par des lois universelles que nous pouvons écrire en équations. Quand nous envoyons une sonde sur Mars ou construisons un bâtiment, nous utilisons la physique qu'il a commencé à rêver. Galilée fut un homme complexe, fier, parfois arrogant, pieux, croyant et scientifique implacable. Sa vie nous rappelle que la quête de la vérité demande du courage. Elle exige d'être prêt à aller seul à contre-courant. L'histoire de Galilée n'est pas seulement une lutte entre la science et la religion. C'est une lutte entre le nouveau et l'ancien, entre la sécurité du dogme et le vertige de la découverte. C'est une histoire humaine sur la peur de perdre notre place centrale dans le cosmos. Nous nous accrochions à l'idée d'être le centre parce que cela nous donnait de l'importance. Galilée nous a enlevé le centre physique, mais il nous a donné quelque chose de plus grand. Il nous a donné la dignité d'être capable de comprendre l'immensité qui nous entoure. Le télescope n'a pas seulement élargi notre vision, il a élargi notre esprit. Il nous a obligés à être humbles. Et dans cette humilité, nous trouvons la véritable grandeur de la science, la disposition à changer d'avis face à l'évidence. Ainsi, la prochaine fois que vous regarderez la Lune ou que vous verrez tomber une balle, pensez à l'homme de Pise. Pensez aux rampes de bois et aux lentilles polies à la main. Pensez au courage de dire ce que vos yeux voient. La science n'est pas un livre fermé, c'est un dialogue constant avec la nature. Et ce dialogue a commencé en grande partie avec Galilée, le père de la science moderne. Je veux approfondir un instant la solitude de Galilée. Imaginez avoir une vérité entre vos mains que personne d'autre ne peut voir ou comprendre. Cette charge psychologique est une partie fondamentale de son récit. Il n'était pas seulement un scientifique, il était un prophète incompris. Ses lettres à sa fille, Maria Céleste, qui était religieuse, nous révèlent à son côté le plus humain. Elle fut son grand soutien émotionnel pendant le procès. Il est fascinant de voir comment la foi et la science coexistaient dans sa propre famille d'une manière si intime et douloureuse. Nous devons également nous souvenir que Galilée écrivait incroyablement bien. Sa prose était sarcastique, vivante et brillante. Il n'écrivait pas de traités arides, il écrivait de la littérature scientifique. Cela a contribué à son succès, mais aussi à sa condamnation, car ses moqueries étaient très claires. L'utilisation de la langue vernaculaire, l'italien, au lieu du latin, fut une décision politique. Il voulait démocratiser la connaissance. Il voulait que les marchands et les artisans comprennent comment le monde fonctionne, pas seulement les ecclésiastiques et les universitaires. Cela nous amène à réfléchir sur la vulgarisation scientifique aujourd'hui. Galilée fut le premier grand vulgarisateur. Il comprit que le savoir qui n'est pas partagé et compris reste stérile. Nous sommes les héritiers de cette tradition communicative. Pour en revenir à la physique, pensez à l'inertie. Galilée pressentit qu'un objet en mouvement continuerait à bouger indéfiniment si rien ne l'arrêtait. C'était contre-intuitif dans un monde où tout ralentit.
Ce fut un saut mental gigantesque vers l'abstraction. Ce concept d'inertie est ce qui permet aux planètes de continuer à orbiter sans que personne ne les pousse. Aristote avait besoin d'anges ou de moteurs primaires pour mouvoir les sphères. Galilée a préparé le terrain pour un univers qui fonctionne seul, comme une horloge. Il est important de démystifier l'idée selon laquelle Galilée a tout prouvé expérimentalement. Beaucoup de ses expériences étaient mentales. Son génie résidait dans le raisonnement logique. Il utilisait la logique pour acculer les idées fausses jusqu'à ce qu'elles n'aient plus d'issue. Par exemple, son argument sur les marées pour prouver le mouvement de la Terre était erroné. Il croyait que l'eau se déplaçait à cause du clapotis de la Terre en rotation. Il se trompa, mais même dans ses erreurs, sa méthode de recherche de causes physiques était la bonne. Cela nous enseigne que la science ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à utiliser la bonne méthode. On peut se tromper avec la bonne méthode, et quelqu'un d'autre nous corrigera en utilisant cette même méthode. C'est un système qui s'autocorrige avec le temps. La figure de Galilée a été utilisée comme étendard par de nombreux camps. Pour certains, c'est le martyr de la science contre la religion. Pour d'autres, c'est un homme arrogant qui a provoqué sa propre chute. La vérité historique est dénuancée et bien plus intéressante. Galilée n'a jamais voulu détruire l'Église. Il se considérait comme un bon catholique. Ce qu'il voulait, c'était éviter que l'Église ne commette une erreur en liant sa foi à une physique obsolète. Ironiquement, il voulait sauver l'institution qu'il avait condamnée. Il fallut attendre plus de 300 ans pour que l'Église admette formellement son erreur. Ce fut sous le pontificat de Jean-Paul II. Un rappel que les institutions humaines sont lentes, mais la vérité est patiente et finit par éclater au grand jour. Le télescope de Galilée est aujourd'hui une pièce de musée à Florence. C'est un tube de bois et de cuir avec des lentilles brisées. Mais cet humble objet est l'une des reliques les plus sacrées de notre civilisation. C'est la clé qui a ouvert le ciel. Quand nous regardons à travers le Hubble ou le James Webb, nous suivons la ligne de vision tracée par Galilée. Chaque nouvelle galaxie que nous découvrons est un hommage à cette première nuit à Padoue, où il décida de lever les yeux. La révolution scientifique du XVIIe siècle fut un changement de paradigme total. Ce ne fut pas seulement ajouter des données, ce fut changer les lunettes avec lesquelles nous voyons la réalité. Nous sommes passés d'un monde d'essence à un monde de lois mathématiques. Et c'est la leçon la plus durable. Les outils changent notre façon de penser. Le télescope a changé notre cosmologie. Aujourd'hui, le microscope et les ordinateurs changent notre biologie et notre sociologie. La technologie façonne la philosophie. Galilée nous a laissé une tâche en suspens. Continuer à questionner, continuer à mesurer. Ne pas accepter la réponse parce que ça a toujours été dit comme ça. La curiosité est le moteur le plus puissant que l'humanité ait pour avancer. Sa vie nous inspire à être courageux, intellectuellement. Parfois, la vérité est inconfortable. Parfois, la vérité nous rend petits. Mais une vérité inconfortable est préférable à un mensonge réconfortant. C'est l'éthique du scientifique. Dans les dernières années de sa vie, bien qu'aveugle, Galilée disait qu'il avait vu plus qu'aucun mortel avant lui. Sa lumière intérieure ne s'éteignit pas. Il continua à dicter des idées à ses disciples jusqu'à la fin. Un exemple de passion pour le savoir. L'histoire de Galilée est notre histoire. C'est l'histoire du réveil de la raison, du passage de l'enfance mythique à la maturité rationnelle, un processus qui continue encore et que chacun de nous doit réaliser dans sa propre vie. Ainsi, nous clôturons ce chapitre sur le géant de Pise. J'espère que vous verrez maintenant le monde avec un peu plus de détails mathématiques et avec la même curiosité insatiable qu'il avait. L'univers attend d'être lu. Si cette analyse approfondie vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous ne restons pas en surface, nous plongeons au fond des idées. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à créer ce contenu. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la figure de Galilée. Croyez-vous que vous auriez eu le courage de défier tout le monde connu? J'adorerais lire vos réflexions. Je suis votre hôte dans cette aventure du savoir. Merci d'avoir consacré votre temps, ce qu'il y a de plus précieux, à apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer à déchiffrer la réalité. D'ici là, continuez à observer, continuez à vous poser des questions et ne cessez jamais d'apprendre. À la prochaine!